Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. 1992-2022, 30 ans, 30 années, 30 campagnes de l'appel de la Tzedaka. Appel national de la Tzedaka, lancé donc il y a 30 ans. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Ariel Goldman. Ariel, bonjour, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Vous êtes le président du Fonds social juif unifié. Vous êtes celui qui accompagne en permanence cet appel national de la Tzedaka. 30 ans, un chiffre symbolique, un chiffre fort. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il représente énormément pour moi, évidemment, mais surtout pour notre institution, et j'ai envie de dire au-delà, pour toute la communauté juive de France, et même encore au-delà. Parce que durant ces 30 ans, eh bien, nous avons embarqué des dizaines de milliers de bénéficiaires. Nous avons embarqué des milliers de bénévoles. Nous avons pu récolter plus de 70 millions d'euros. Oui, 70 millions d'euros qui ont été redistribués aux plus défavorisés. Mais surtout, et on va peut-être en parler, c'est une formidable communion. C'est un moment unique dans la communauté où tout le monde se retrouve. Toutes les tendances du judaïsme, des libéraux au Lubavitch, en passant évidemment par le consistoire qui a eu depuis l'origine, votre émission s'appelle « À l'origine », et bien depuis l'origine, un rôle moteur dans cette campagne, aux côtés du Fonds social juif unifié. Et vous savez, il y a 30 ans, en 1992, ce n'était pas tellement évident de faire travailler ensemble toutes les institutions. Ce n'était pas évident de se dire que pour la solidarité, pour la bonne cause, on va tous s'unir. Qu'un dimanche, toutes les radios vont être sur une seule fréquence, la fréquence juive unifiée pour le radioton de la Tzedaka. Alors, cette action, elle a commencé, et puisque nous sommes dans cette magnifique synagogue de la rue Buffo, elle a commencé par un Shabbat, par le Shabbat de la Tzedaka. Ce n'était pas la campagne de l'appel national pour la Tzedaka, c'était le Shabbat de la Tzedaka, fait entre le Fonds social et le consistoire, et puis c'est devenu la magnifique œuvre que tout le monde connaît. Alors justement, vous mettez en parallèle le Fonds social, le consistoire, c'est-à-dire l'aspect social, l'aspect religieux, puisqu'il ne faut pas oublier que la valeur de la Tzedaka n'est pas simplement une action sociale, c'est une action religieuse qui est prônée par la Torah, où le texte biblique nous invite à ouvrir notre main vers celui qui est le plus démuni, qui vit à mes côtés. Je ne peux pas détourner le regard, fermer les yeux face à la souffrance d'autrui. Comment est-ce que, au sein de la communauté, cette date-là de 1992, eh bien, c'est la date où le grand rabbin de Paris de l'époque était votre cher et défunt papa, le grand rabbin Goldman, dont vous portez actuellement le deuil. Est-ce que justement vous pouvez, à cette occasion, pour l'élévation de son âme en même temps et également, nous rappeler comment est-ce qu'en tant que grand rabbin de Paris de l'époque, il a pu jouer son rôle et amener sa pierre dans l'édifice de ce qui deviendra la campagne de la Tzedaka? Bien évidemment, et je le fais avec émotion et avec plaisir aussi, parce que c'est important de rendre à chacun ce à quoi il a contribué. C'est vrai que pour lui, c'était très important parce que la Tzedaka, il le disait toujours, parce qu'il n'a pas manqué une émission, une campagne jusqu'à l'année dernière. Il a été interviewé par Sandrine Seban le dimanche du Radioton, précisément. Il disait toujours, la Tzedaka, c'est un devoir sacré. Après, bien sûr, il développait les différentes formes de tzedaka, celles qu'on connaît de Maïmonide, de la plus simple à la plus élevée. La plus élevée, c'est celle que nous nous efforçons au sein du Fonds social juif unifié d'appliquer. C'est le parcours de vie, c'est le fait que celui qui reçoit ne sait pas qui lui a donné et que celui qui donne ne sait pas à qui il a donné ou à qui il va donner. C'est cette discrétion, ce don dans le secret qu'il a cultivé et qu'il nous a finalement inculqué, qu'il a inculqué aux dirigeants du Fonds social de l'époque pour les aider à créer cette campagne. Il faut savoir que la campagne de l'appel national pour la Tzedaka, au départ, par son fondateur, le regretté Marcel Goldstein, eh bien, c'était une campagne qui devait être subsidiaire par rapport à tout le budget de collecte du Fonds social juif unifié. Et de subsidiaire, elle est devenue non pas principale, mais très très importante parce que l'appel national pour la Tzedaka, c'est le guichet unique de la solidarité. C'est en fonction des ressources que nous percevons
des donateurs, que je remercie, de l'appel national pour la Tzedaka, que nous pouvons savoir d'une année sur l'autre quel sera le budget de l'action sociale du Fonds social juif unifié et au-delà de la communauté. Donc c'est très important. Alors les choses ont bien sûr évolué parce que les lois ont un peu changé, il y a eu la décentralisation qui s'est appliquée, il y a beaucoup d'aides par les collectivités territoriales, par l'État. Mais l'appel national pour la Tzedaka, c'est la part juive de la solidarité. Et quand je dis la part juive, ce n'est pas seulement parce que nous sommes soucieux, et là aussi c'était un des enseignements de mon père, Zichron Livracha, du tikkun olam, de la réparation du monde. Et quand on répare le mal qui existe dans le monde, on ne fait pas de distinction. Quand on donne à l'appel national pour la Tzedaka, quand sont aidées des œuvres en matière pour l'enfance, pour le handicap, pour la précarité, eh bien, quand les personnes se présentent dans un restaurant social ou dans une association pour les enfants, on ne demande pas la ketouba. On ne demande pas s'ils sont juifs. On reçoit tout le monde. Évidemment, les juifs, mais aussi les non-juifs, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur attachement à une religion ou leur athéisme, peu importe. L'appel national pour la Tzedaka, c'est cela aussi. C'est cette ouverture vers le monde et c'est ce tikkun olam. Et il est vrai d'ailleurs que cela est porté par le titre, appel national de la Tzedaka. On aurait pu s'attendre à l'appel communautaire de la communauté juive pour la Tzedaka. Donc il y a cet aspect où effectivement nous sommes ouverts vers le monde, vers la société et voir comment est-ce que nous pouvons intervenir pour aider justement les plus démunis à s'en sortir, à prendre leur indépendance et à trouver leur place au sein de cette société. Alors, vous nous aviez parlé d'un Shabbat de l'appel de la Tzedaka, plutôt le Shabbat de la Tzedaka de l'époque. Comment est-ce qu'on en arrive à ce que l'on connaît aujourd'hui de l'appel national de la Tzedaka, avec des galas sur le territoire entier, avec des grandes scènes, des grands spectacles, des parrains qui sont extrêmement actifs. Comment on passe d'un Shabbat communautaire à quelque chose d'aussi grand, aussi somptueux ? C'est une extraordinaire question parce que c'est le secret, j'ai envie de dire, de cet appel national pour la Tzedaka. 30 ans de campagne, 30 ans de solidarité et 30 ans d'événementiel. En fait, la première marraine, c'était Rika Zaraï. Et Rika Zaraï, elle n'est pas venue spécifiquement dans une synagogue, mais elle nous a dit tout de suite, vous savez, vous devriez, dès le lendemain, faire un dimanche où il y aurait les radios et on parlerait aux radios. Et de fil en aiguille, cette journée du Shabbat est devenue le Shabbat et le dimanche, c'est devenu le mois de la Tzedaka, 15 novembre, 15 décembre, on a sanctuarisé ces dates et d'ailleurs je remercie toutes les associations qui jouent le jeu pour laisser cette date sanctuarisée et puis on a évolué. Nous sommes le Fonds social juif unifié au travers de l'appel national pour la Tzedaka et la première association juive en France qui a donné cette notion de parrain, qui a fait appel aux artistes. Bien sûr, il y avait des dîners caritatifs où Enrico Macias ou Rika Zaraï ou d'autres venaient assister. Mais ce côté de parrain, cette implication, comme on l'a cette année avec Patrick Bruel, qui est un parrain emblématique, mais il y en a d'autres, comme on l'a eu avec Michel Drucker, Gad Elmaleh, Enrico Macias. Je ne peux pas citer les 30, on n'a pas assez de temps. Mais ça aussi, c'est une marque de fabrique. Et de fil en aiguille, parce qu'on embarquait des personnalités de cette trempe, parce que ces personnalités avaient des entourages, parce que ces entourages avaient envie de participer, eh bien, nous avons créé ces grands événements. Parce que finalement, à un moment donné, quelqu'un nous a dit « Mais dites donc, vous êtes dans une petite salle municipale ou à l'Horte de la rue des Rosiers, pourquoi vous n'iriez pas dans une plus grande salle ?» Alors on a été dans une salle en région parisienne. Et puis un jour, on a dit « Mais non, il faut viser plus grand. » On a eu le Palais des Congrès. Et chaque année, ce moment du Palais des Congrès est un temps extrêmement fort. D'abord, c'est un rendez-vous unique, parce que par le plateau, évidemment, qui se retrouve là-bas, par la foule, 4000 personnes en général, même en Covid, on n'était pas trop loin avec toutes les normes qui étaient en vigueur, mais on n'était pas trop loin. Et c'est un moment qui est attendu. Vous voyez, moi, ça fait 8 ans que je suis président du Fonds social juif unifié. Le seul moment où on m'interroge quand je fréquente les communautés, parfois même quand je suis dans la rue ou dans les transports, on me dit « C'est quand l'appel national pour la Tzedaka? C'est quand le Palais des Congrès? Qui est le parrain cette année ?» Vous savez, il y avait cette fameuse blague qui disait que la troisième fête la plus importante du judaïsme, c'était le salon du prêt-à-porter. Eh bien, moi, je dis que la troisième fête la plus importante du judaïsme, c'est le moment de l'appel national pour la Tzedaka. Parce que c'est un moment d'unité, de ferveur. Nous avons même eu
plusieurs fois des parrains non juifs. Je pense à Franck Dubosc. Il a connu l'appel national pour la Tzedaka par un de ses amis artistes et il s'est dit mais je veux participer à cette chose-là. Ce qui me frappe tous les ans dans cet appel, dans cette campagne, c'est que c'est un sujet extrêmement délicat, sobre, triste d'être confronté à toutes ces familles, des fois des enfants, isolés, dans la difficulté. Et vous avez été en mesure de sublimer cet événement, ce thème douloureux, et de le coller, de l'accoler à des événements festifs. Quel était le génie de cette idée? Eh bien, très simplement parce que nous faisons participer les récipiendaires. Et que donc, par exemple, chaque année au Palais des Congrès, il y a des rangs qui sont réservés aux enfants des maisons d'enfants, aux personnes en situation de handicap, pour qui parfois c'est la seule sortie de l'année. Et cette alchimie entre les professionnels de l'appel national pour la Tzedaka, les bénévoles, les centaines de bénévoles, c'est une armée de bénévoles qui se mobilisent pour l'appel national pour la Tzedaka, les bénéficiaires et évidemment les donateurs, eh bien cette alchimie fait que ce moment difficile, cette tristesse que nous constatons évidemment quand nous visitons les maisons d'enfants, quand nous visitons les maisons pour personnes âgées, les établissements spécialisés, eh bien cette tristesse, elle est effectivement transformée par un moment festif parce que nous nous disons que dans le judaïsme, il faut choisir la vie et que pour choisir la vie, il faut aussi donner de la joie à ceux qui reçoivent et puis aussi de la joie à ceux qui veulent donner. On n'est pas obligé de donner de façon austère, on peut donner dans la joie avec ce plaisir de donner. Et je veux citer une phrase, là qui n'est pas du plaisir mais qui est un peu de la difficulté, du fondateur Marcel Goldstein. Il disait « Le bon don, c'est le don qui fait mal ». Il faut que ça fasse mal parce que c'est très facile de faire un petit don, c'est plus difficile d'en faire un gros. Et je vais vous raconter aussi une anecdote, si on a une minute. Plusieurs fois, j'ai reçu des courriers, des mails ou des textos de personnes qui me disaient « Voilà, j'ai été aidé par l'appel national pour la Tzedaka, il y a 5 ans, 10 ans. Et maintenant, ça va mieux. Je sors la tête. Je veux que mon premier don, il soit pour l'appel national pour la Tzedaka. » Et c'est cette chaîne de la solidarité que celui qui est au bord du chemin, quand il se relève, il pense aux autres, il pense à ceux qui sont désormais au bord du chemin. Notre slogan cette année, c'est « Liberté, égalité, fraternité, générosité ». Oui, générosité, ce mot emprunté à une chanson d'Enrico Macias qui disait aussi « donner, donner », eh bien c'est le maître mot de cette année, la générosité qui doit nous faire vibrer et comme vous le dites si bien, nous sublimer notre action. Alors, je rebondis sur vos propos parce qu'ils me touchent profondément. Le fait que finalement, chacun d'entre nous, nos téléspectateurs, nous-mêmes ici autour de cette table, nous pouvons un jour être confrontés à ces difficultés. Et même si, des fois, nous avons l'impression que notre vie est en quelque sorte sanctuarisée, protégée, nous avons une bonne situation, cela nous rappelle un enseignement biblique que je voulais partager avec vous. Lorsque Yosef retrouve son papa, Jacob, pour montrer qu'il était encore vivant en Égypte et qu'il n'avait pas oublié les traditions familiales, le texte biblique nous rapporte qu'il lui a envoyé une charrette. Il a envoyé à son père une charrette. Le mot utilisé en hébreu est « agala ». Agala, c'est une roue. Et il a voulu dire à son père, symboliquement, à travers cette roue qu'il envoie, que la vie, on ne sait jamais où est-ce qu'elle nous mène. Il était un jour esclave, il est devenu un jour roi, il pouvait à nouveau devenir esclave. Et finalement, c'est une leçon exceptionnelle pour nous tous face à l'appel national de la Tzedaka. Alors oui, lorsque l'on donne, on espère ne jamais être touché, mais finalement, chacun d'entre nous pourrait se retrouver soit en haut, soit en bas de la roue. Mais ce qui est fixe, c'est le point central de la roue, c'est-à-dire les valeurs. Ne jamais perdre les valeurs, c'est-à-dire que, quelle que soit la situation, mon lien avec la Tzedaka, il doit exister. Lorsque j'ai les moyens, eh bien, j'alimente la Tzedaka pour que, si malheureusement un jour je suis en bas de la roue, je puisse profiter de cet appel national de la Tzedaka. Est-ce que spirituellement, vous qui êtes président du Fonds social, qu'est-ce que ça vous apporte, personnellement, en tant qu'homme, de participer et d'organiser ces appels année après année? Évidemment, c'est une richesse incroyable, parce qu'on dit toujours que celui qui donne reçoit plus que celui qui reçoit. Et donc, quand on est le président de l'organisation qui
organise le don, qui fait en sorte que tout soit bien coordonné, que les récipiendaires reçoivent, que l'argent, qu'il y ait une traçabilité. Quand on a cette responsabilité, qui est aussi une injonction biblique, on le dit, qu'il faut que chaque sou qui était donné pour le temple, eh bien, on sache où il est allé. Alors, je ne compare pas le Fonds social juif unifié à un temple, mais en tout cas, je sais que ce devoir, c'est une pression énorme, parce que nous devons faire en sorte d'être irréprochable, mais il faut que nous soyons toujours sur le qui-vive. Et évidemment, en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que dirigeant communautaire, bien sûr, c'est quelque chose qui me porte énormément. Et la période de l'appel national pour la Tzedaka, même s'il y a des équipes, même s'il y a un président de l'appel national pour la Tzedaka qui se dédie à cette campagne et qui fait un travail extraordinaire, moi j'en suis le garant, je chapeaute tout cela avec les équipes du Fonds social juif unifié. C'est une charge, et en même temps, comme toutes les charges, elle est exaltante et elle vous porte. Et je sens que je suis porté année après année par cette formidable action de l'appel national pour la Tzedaka. Ariel, merci beaucoup. Merci d'avoir remis en perspective et de nous avoir redressé et retracé cette histoire de l'appel national de la Tzedaka qui fête donc ses 30 ans, en espérant effectivement un maximum de réussite et de contribution de la part de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup. Le Fonds social juif unifié soutient l'ABPIEH, association fondée par Michel Cassard en 1992 et qui accueille aujourd'hui 120 jeunes en situation de handicap mental ou psychique. Aujourd'hui, avec leurs éducateurs, ils se sont lancés un nouveau défi. Participer à la course Traversaine, une traversée en kayak sur la Seine. Bon, et vous, le t-shirt, vous le gardez pour le podium? Je le garde pour le podium, podium. Nous, on est team podium. Podium. Je sais que ça va très bien se passer. Tu t'es entraîné? Et ben voilà, et avec cette classe, ça ne peut pas bien se passer. Monsieur La classe. Bien. Super. T'as une étiquette, tu veux l'enlever. Ah. Non, attends, c'est quoi l'étiquette que tu veux enlever? C'est ça. Ouais, non, ça s'enlève. Je crois que c'est tout qu'on a pas, c'est gauche. Je te remercie. Vous avez mis votre gilet? Oui. C'est cool. C'est sympa, le petit déguisement. C'est l'ambiance. Ouais. Le FSJU les a soutenus dans ce projet. Mais au moment de monter dans le kayak, nos intrépides ont quand même une petite appréhension. Ça y est Ousmane, ça se passe très bien, tu vas voir. Nickel, comme ça. C'est bon Loulou? On fera après, on avance un petit peu? Oui, on avance. 5 jeunes, soutenus par une dizaine d'éducateurs, se sont lancés dans l'aventure. Attention, on va passer pour revenir devant. Le but? Faire grandir ces jeunes extraordinaires, accompagner leur épanouissement personnel, dévoiler la richesse et le potentiel de chaque enfant et faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer au maximum dans la société. Nos intrépides ont ainsi rejoint les plus de 700 sportifs qui ont effectué la traversée de Paris, de Bercy à Sèvres, en kayak, en paddle ou en pirogue. Ouais, je vois Max. Ouais, ils sont là. On a traversé Paris. Bravo. Bravo Ousmane. C'est génial ce que t'as fait. Ousmane, comment c'était la course? Trop bien. Bien? T'es content de toi? Oui. Par contre, j'ai eu peur de tomber dans l'eau. Alors, t'as kiffé ou pas, Tony? Ouais, j'ai kiffé. C'était bien? Ouais, c'était bien. T'as vu quoi alors? On a vu, je crois, la Tour Eiffel. Charles-Maritienne, on l'a pas trouvé. Est-ce que t'as trouvé ça dur? Ouais, c'était un peu dur. Mais ça fait du bien. Tu vas être fier de toi en tout cas. Vous nous suivez? Suivez-nous pour le podium. Allez.
Comment ça va, Ethan? Bien, nickel. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bah, on a traversé par la kayak. J'ai kiffé. C'est la première fois qu'on fait. On n'a jamais fait de notre vie. Moi, c'est Betty. Je suis la maman de mes 3 garçons et dont William, qui fait partie de l'IM. Qui fait partie de l'IM de la BPIEH. Oui, on est bien là-bas. On est bien accueillis, bien entourés. Ça va. Merci. William, tu as une médaille? Tu es content? Ouais. Montre-moi la médaille, William. Waouh! Est-ce que tu es fier de ton frère? Je suis fière qu'il fait du canoë-kayak. Je suis fière de toi, William. Qu'est-ce que tu as autour du cou, là? La médaille. Ouais? Mais t'as une médaille? Ouais. Mais pourquoi? On l'a gagnée. Tu l'as gagnée comment? Avec la course, Ouais. avec le canoë, avec l'équipe, toute l'équipe, l'IME. Pour certains, ça fait des années qu'ils sont suivis par l'association, d'autres un petit peu moins, mais on les voit clairement. Ce genre de projet, ça permet complètement d'évoluer, de sortir de sa zone de confort. Mais même pour nous, nous en tant que professionnels, on n'avait jamais fait de kayak sous cette forme-là. Donc, ils sortent de leur zone de confort et à travers ça, ils peuvent prendre confiance en eux et voir qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Et même pour leur famille, c'est génial de voir que les familles sont là et nous encouragent et suivent leurs enfants dans cette évolution-là. Donc, voilà, des projets un petit peu extraordinaires qui sortent du cadre classique de l'institution, ça fait toute la différence. Sans le FSJ aujourd'hui et sans les autres partenaires comme la CBB, on ne serait pas là. On ne serait pas là parce que nous, tout seuls, on a les techniques, on connaît les jeunes et on peut faire plein de choses. On a du temps à donner, mais ça ne suffit pas. Il faut derrière des moyens parce que malheureusement, c'est comme ça. Donc, plus on a de moyens, plus on fait de belles choses. Le Jardin du 109 est un lieu de vie créé par le CASIM et soutenu par le Fonds social juif unifié. Ouvert à tous les publics, le Jardin du 109 propose un espace chaleureux et convivial et permet un ensemble de services solidaires, des ateliers échecs ou mémoire pour des personnes âgées ou des familles au parcours difficile ou chahutées par l'histoire, comme Jean-Dominique, 73 ans. Je suis fils de déportés. Ma maman était dans les camps à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Voilà, je suis né après la guerre, je suis né en 1949 donc. Et toute mon enfance a été baignée par cette ambiance de femme. Si vous allez voir Simone, vous comprendrez très très bien ce que j'ai pu vivre. Et donc voilà, le temps a fait que voilà, je suis parti de chez moi parce que c'était très dur de vivre avec ma mère et tout. Voilà, et j'ai vécu un petit peu en résilience de tout ça. Et puis, à l'âge de 41 ans, j'ai décidé que j'avais envie d'être papa. Donc, j'ai eu un enfant, sauf que c'était avec une maman qui était pervers narcissique. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé seul avec mon fils. C'est moi qui l'élevais à partir de l'âge de 6 ans. Et on m'a dit qu'on ne pouvait pas m'aider sur Lyon, mais par contre, le CASIM de Marseille pouvait m'aider. Donc j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche, j'ai fait des sondages, j'ai essayé. Mais très vite, là, j'ai été mis à la retraite, avant l'âge, à 60 ans. Et donc c'était très dur parce que j'avais le minimum retraite. Donc avec un enfant, c'est pas facile. Donc le CASIM m'a aidé. J'étais avec une assistante sociale, Madame Benaroche. Après, je suis allé dans les activités. Donc le Bel Été, ça s'appelle Bel Été, donc avec des sorties tous les voilà, réguliers. Et puis alors, depuis quelque temps, il y a le Jardin du 109 qui s'est ouvert et là, je fais partie de plusieurs clubs, échecs, mémoire, littérature, informatique, tout ça. Et moi, le CASIM, c'est important pour moi, ça fait partie de ma vie. Pour Marie-Rose, dont le père a échappé à la rafle d'Oran en Algérie, Marseille a été une terre d'accueil. Mais un deuil familial récent l'a beaucoup éprouvé. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Marie-Rose? Volontiers, 87 ans. Oh, je les ai faits au mois de juin, le 30 juin. C'est quoi votre secret? Non, je ne sais pas. Peut-être que je ne me suis pas mariée, que je n'ai pas eu d'enfant. C'est peut-être possible. Non, je pense que
J'étais toujours physiquement et moralement, j'avais pas mon âge. Mais maintenant c'est différent parce qu'on a eu un grand choc. Mon neveu est mort et alors là, ça m'a fait prendre conscience de la vie, de la réalité. Et je savais pas ce que c'était le casime et je voyais plutôt ça des personnes très âgées, des gens, voilà. Et puis j'avais jamais franchi le seuil de la porte. Et puis je suis venue une fois pour faire des démarches. Et puis j'ai dit, bon, elles sont bien gentilles, toutes ces dames. Et puis j'ai eu la chance que pendant la période où je venais de perdre mon neveu, Lisa est venue et l'autre dame qui est aussi charmante, elles sont venues. Elles m'ont beaucoup aidée. Je me demande comment elles font pour pouvoir nous écouter avec nos problèmes, tout ce que l'on peut leur verser, leur dire, sans retenue, parce qu'on les sent tellement prêts de nous aider. Et donc j'ai beaucoup apprécié. Et ce que je ressens que d'abord, je suis bien entourée, que je le vois si j'avais besoin de quelque chose, on leur téléphone, elles sont dévouées au possible. Je n'abuse pas parce que je n'aime pas, mais on se sent quand même pris en charge si on en avait besoin. Voilà. Rachel, 91 ans, a beaucoup souffert de la solitude pendant la pandémie. Aujourd'hui, elle revit et se réjouit de pouvoir ressortir et retrouver une vie sociale. Qu'est-ce que ça représente ce lieu ici, Rachel? Pourquoi vous venez? Qu'est-ce que vous y faites? J'adore. J'adore toutes les... Mme Tettenbaum, Lisa, Esther, Valérie. Je les adore, c'est vrai. Et elles me le rendent bien aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous... C'est-à-dire, j'ai eu le Covid et, cet été. Et c'est vrai que j'ai été très fatiguée. Et j'ai eu beaucoup de mal. Je crois que c'est la première fois que je sors. Ça veut dire que... Et voilà, j'aime bien quand on sort, quand on fait des visites. C'est le bonheur. Le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de ça. Et nos parents n'ont pas eu ces visites, les visites de ces dames. Absolument pas. Ils ont été un peu isolés quand même. Et ça, je l'ai dit à Mme Tettenbaum. J'ai dit ça vraiment, pour moi, c'est un grand regret et je profite. Je les aime. Voilà. Hélène, 87 ans, a été une enfant cachée. Elle a dû faire face au décès prématuré de son mari et a élevé seule son fils. Elle vient juste de découvrir les activités du Jardin du Sang Neuf. Je suis née à Luxembourg, le duché, d'une famille qui s'était installée là-bas, venant de Pologne et de Russie. Donc je suis pure ashkénaze et voilà. Et on a été vidé par les Allemands en 1941. Mon père y croyait pas, on était tellement bien installés qu'il a dit on est chez nous, on est bien. Ça n'a pas été le cas et on a été jetés dehors. Donc on a pris le train en janvier 1941. Ça je m'en souviens, j'avais 5 ans. Il faisait un froid terrible. Et on a traversé la France et on est arrivé à Marseille. Et quand une assistante sociale de Lausée est venue voir ma mère, qui ne parlait pas français, à qui elle lui a dit « Vous savez, madame, c'est la guerre, vous allez souffrir avec 4 enfants, confiez-nous les 2 petits. » Elle a tout compris. C'était pourtant une mère poule. Elle a compris qu'elle était en danger avec 4 enfants et elle a confié les 2 petits, mon frère et moi. Et nous sommes partis dans les maisons d'enfants de Lausée, sauvés par eux. Eh bien, l'aîné est devenu chef de famille à 14 ans. Et puisque mon père a été dénoncé dans le Gard et parti avec le convoi 73. Le même train, le même convoi que le frère et le papa de Simone Veil. Donc on l'a jamais revu, notre père, il n'est jamais rentré. On l'a toujours attendu. Moi, je l'ai toujours attendu. Et ça a été une brisure importante. Ben, moi, je l'ai découvert il y a 1 mois à peu près ici. Et c'est un lieu qui me plaît beaucoup. Alors là, je me suis inscrite pour 2 activités. J'espère continuer. Pas avoir trop de problèmes de santé, parce que là, cette semaine, j'ai pas été bien. Mais pour jouer aux échecs. Paulette, 98 ans, la doyenne, une force de la nature, une combattante de tous les instants, pour qui le peuple juif est éternel. Depuis l'Antiquité, on survit. On survit au massacre, on survit à tout. On survit aux famines.
quand on est sorti d'Égypte pour aller en Israël, on n'a pas survécu dans le désert? Ben, on continuera. C'est ce que je dis. On ne peut pas nous abattre, c'est pas possible. D'abord, on est la racine du monde. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ce qui est le plus dur parfois, c'est d'être un peu seul. Oui, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a les souvenirs, il y a ceux qui sont partis et ceux qui partent encore. Malheureusement, je viens de perdre mon fils aîné. Et c'est très, très dur. Très, très dur de se retrouver sans lui et sans mon mari pour le pleurer. L'école Oratora de Marseille est une école de la deuxième chance, récemment soutenue par le Fonds social juif unifié afin d'améliorer le quotidien de jeunes au parcours difficile. 25 enfants sont encadrés par des profs de l'éducation nationale, pour la plupart retraités et bénévoles. Et bonjour. Sarah, bienvenue. Bonjour. Bonjour Sarah. Merci de nous accueillir. Bienvenue au sein de Oratora. L'école reçoit aujourd'hui la visite de Julie Guèze, directrice de la philanthropie du FSJU, et Elsa Charbit, déléguée régionale. L'école a été créée et ouverte par Madame Joëlle Attal, qui en est la fondatrice, qui est toujours avec nous. Depuis 2001, on a dû accueillir à peu près 300 enfants. C'est toujours des effectifs très réduits, puisqu'on ne dépasse jamais 7 élèves par classe. Donc nous sommes un collège exclusivement. Avec des enfants qui ont en moyenne quel âge? Entre 10 et 16 ans. C'est vraiment la période collège, va-t-on dire. Et donc depuis 2001, grâce à l'idée et à l'investissement de la créatrice Madame Joëlle Attal, 20 ans plus tard, nous sommes toujours là. Sarah, on va visiter les classes, regarder un petit peu, pour montrer à Julie comment ça se passe. Voilà, alors ça... Allez, petit A égale donc, 4, 3, 5, 2. Bonjour les enfants. Donc là, nous sommes dans une classe de cycle 4. Donc, le cycle 4 fonctionne par cycle, qui correspond à 5e, 4e, 3e. Et là, c'est une classe exclusivement de 3e, avec certains élèves qui sont très avancés, puisque nous avons de très jeunes âges ici. Hein. On a, n'est-ce pas, Abigail? Bonjour Abigail. Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette école? Les profs ils sont plus à l'écoute des élèves parce qu'on est moins dans les classes, du coup c'est plus simple de réviser. Les devoirs, ils les donnent bien et tout ça, donc il n'y a pas beaucoup de devoirs, mais on comprend bien les cours et on arrive à comprendre ce que les profs disent. Voilà, ils ont la chance d'avoir des professeurs vraiment que pour eux. Hein. Et des fois, il peut y avoir jusqu'à 2 intervenants dans un groupe, s'il y a des ateliers ou autres, donc toujours en travaillant dans l'individuel. Tu sais pourquoi tu as changé d'école? Parce que j'avais certaines difficultés, donc je suis venue ici. Et parce que mon père voulait. 10 moins 5. 10 moins 5. Ça fait 16. Aujourd'hui, les cours ont lieu dans des préfabriqués. Il y fait très froid en hiver, très chaud en été. L'objectif est donc de pouvoir très rapidement améliorer les conditions de travail des enfants. Madame Cohen a pour passion les mathématiques et elle s'investit au quotidien pour la réussite de ses élèves. Ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, hein, qu'on peut vraiment les connaître et les aider par la même occasion. On ne les lâche pas dans la nature, on essaie de trouver une solution pour tout le monde. Tout le monde est recasé d'une manière ou d'une autre après la 3e. Et chaque fois qu'on a de bonnes nouvelles, ça nous satisfait, ça nous encourage à continuer. 10 plus 4, 14. Est-ce que tu sais, Nora, ce que tu veux faire quand tu seras grand? Oui, vétérinaire. Architecte. Ingénieur en informatique. Déjà, je vais faire soit dessinateur, ou alors je voulais faire footballeur. Ça, c'est un rêve depuis tout petit. Cet établissement fonctionne grâce aux dons, grâce aux associations communautaires, grâce aux dons d'entreprises, aux dons privés, à la générosité, encore une fois, au cœur des gens. Arié Flack, vous êtes le président de l'appel national de la Tzedaka. C'est votre 3e campagne que vous menez. Quel est pour vous le sens de l'engagement? Comment est-ce que vous avez pu rentrer dans cette aventure exceptionnelle de l'appel national de la Tzedaka? C'est un engagement qui part déjà d'une histoire familiale, des parents engagés, des exemples
dans l'environnement très proche, qui montre que finalement on est complet que si on est également utile. Vous savez, il y a un aphorisme du rabbin Israël de Salon que j'aime beaucoup, un rabbin qui a vécu en Lituanie au XIXe siècle, qui dit « Les besoins matériels de mon prochain sont des besoins spirituels pour moi ». Et donc, pour moi, la tzedaka, finalement, elle incarne tout à fait cet aphorisme. Nous aidons et nos donateurs aident des milliers de personnes qui ont des besoins matériels, mais en faisant cela, nous nous nourrissons aussi. Et donc moi, en tant que président de campagne, je suis un peu une sorte de figure de proue de ce collectif de donateurs, ce collectif d'associations qui viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et la tzedaka, je dirais, c'est la nourriture de l'âme. Donc j'ai une activité professionnelle qui permet de satisfaire mes besoins matériels, et j'ai la tzedaka qui nourrit mon âme. Alors, cette boîte qui est devant nous, cette boîte de tzedaka qui est symbolique bien évidemment et que l'on retrouve dans tous les foyers, est-ce qu'elle représente quelque chose de spécifique pour vous? Est-ce qu'elle vous accompagne en permanence? Oui, elle est très importante en fait en tant que figure symbolique, cette boîte de la tzedaka, parce que la tzedaka, c'est une campagne populaire, c'est une campagne du grand nombre. Nous avons, pour vous donner quelques chiffres, hein, la tzedaka rassemble un peu plus de 12 000 donateurs sur tout le territoire national, donc c'est la plus grande campagne de solidarité en nombre de donateurs. Elle vient en aide à plus de 20 000 personnes et elle rassemble autour de ces événements aux alentours de 10 000 personnes. On a encore plus de donateurs que de participants à nos événements, donc on a 12 000 donateurs et 20 000 bénéficiaires. Et quand on regarde les chiffres hein, de la tzedaka, près de la moitié, un peu moins de la moitié de nos donateurs, je crois aux alentours de 4 500 donateurs, vont donner moins de 100 €. Et donc la tzedaka, c'est une campagne qui se constitue de tout petits cailloux. Chaque petit don contribue à l'effort collectif. Alors au final, on arrive à des sommes qui sont importantes, qui sont d'ailleurs la pierre angulaire de cet effort de solidarité qui permet à nos associations, ou plus de 90 associations, d'être actives auprès des bénéficiaires. Mais s'il n'y avait pas, en fait, cet élément de don privé, cet élément de générosité, les associations ne pourraient pas fonctionner. Vous savez, le fonctionnement aujourd'hui du filet de sécurité que constitue l'ensemble des associations qui sont actives dans les domaines de la précarité, de l'isolement, du handicap, de la protection de l'enfance, repose pour une large part sur des mécanismes de solidarité nationale. C'est l'impôt qui va vers l'État ou vers les collectivités locales qui permet d'assurer une large part du financement. Néanmoins, s'il n'y avait pas cet élément de solidarité supplémentaire que représente la tzedaka, eh bien, nos associations ne pourraient pas développer de nouveaux projets, faire face à de nouveaux besoins. Parce que les financements publics, ils viennent en fait pour financer des besoins récurrents, des programmes qui existent déjà. Mais lorsque vous faites le constat qu'il y a un problème d'insertion pour les enfants handicapés, qu'il y a un souci pour les enfants qui ont été pris en charge par la protection de l'enfance et qui, à 18 ans, se retrouvent seuls, puisque la loi sur la protection de l'enfance fait que les mécanismes s'arrêtent après 18 ans. Alors maintenant, il y a un nouveau mécanisme qui a été mis en place, mais après de très nombreuses années, pour accompagner ces enfants jusqu'à 21 ans. Mais qu'est-ce qui va permettre aux associations d'être actives? C'est la générosité privée et c'est l'appel national pour la tzedaka. Ce que font les associations philanthropiques juives en France, les associations de solidarité, c'est qu'elles sont parfaitement insérées au tissu associatif, au tissu de solidarité nationale. Et donc, nous, notre campagne, cette campagne de la tzedaka qui s'adresse à tous, en réalité, elle ne s'adresse pas qu'à la communauté juive. Elle vise à dire une chose. Il y a en France des associations issues de la communauté juive qui portent les valeurs du judaïsme, qui s'adressent à tous. Lorsque vous allez dans une maison d'enfants, de l'œuvre de secours aux enfants, de l'OSE, qui est une association qui est chère à mon cœur, que je connais bien, eh bien, vous y verrez les valeurs du judaïsme, nos valeurs de solidarité, d'éthique, de rigueur, de respect. Et dans ces maisons, vous verrez des enfants
de toutes origines. On a effectivement un verset similaire dans la Torah où Joseph, lorsqu'il a été envoyé par son père à la recherche de ses frères, il récite cette phrase rapportée dans la Bible, « Et achai anochi mevakesh » je suis à la recherche de mes frères en humanité, comme vous l'avez rappelé, et puis voir finalement comment est-ce que je peux intervenir dans la vie de mes frères pour les aider à continuer leur existence et à trouver leur équilibre eux aussi. Est-ce que, en 2 mots, vous pouvez peut-être insister sur quelques orientations particulières de la Tzedaka de cette année, l'appel de la Tzedaka? Alors cette année, on va mettre l'accent sur 4 piliers de la Tzedaka. D'une part, la question de l'insertion des enfants et des adultes handicapés. C'est un sujet sur lequel, au sein de la communauté juive, on a eu, je pense, un peu un retard à l'allumage. On a été tellement préoccupés par les questions de précarité, par les questions d'isolement des personnes âgées, par les questions de l'enfance en danger, que le train du handicap, on a mis du temps à le prendre. Maintenant, c'est fait. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'un tissu associatif se constitue, mais on a besoin de renforcer notre action. Donc, on va aider cette année de manière particulière la BPIEH. Donc, vous avez d'ailleurs vu, il y a quelques minutes, le magnifique événement qu'ils ont fait au bord de la Seine, rassemblant des dizaines d'enfants. On va également continuer à soutenir l'association L'Echaim Handicap, qui réunit des enfants qui sont victimes de handicap assez lourds, avec leurs parents, pour leur redonner cette joie de vivre. Ça, c'est le premier pôle, le handicap. Le deuxième, c'est la question de la précarité. Et là, on est rattrapé, en fait, un peu par les événements. La guerre en Ukraine, la crise énergétique, la flambée des prix, fait que de nombreuses familles qui étaient aidées vont devoir l'être encore plus, et des familles qui ne toquaient pas à nos portes, qui étaient d'ailleurs parmi nos donateurs, vont sans doute et sont confrontés à cette situation. Donc il faut qu'on se prépare. On va anticiper pour être prêt à intervenir en 2023 devant l'ensemble de ces situations. Alors bien sûr, j'aimerais vous parler aussi de la question de l'isolement des personnes âgées, de l'enfance en danger. Il y a tant de programmes qui nous occupent. Je voudrais aussi rendre un hommage très fort à ces milliers de professionnels de l'action sociale. Ces éducateurs de rue, ces éducateurs de maisons d'enfants, ces assistantes sociales, c'est l'ensemble, et même la secrétaire qui va travailler dans une association, sont des gens qui ont souvent des petits salaires par rapport à l'œuvre qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a un écart très fort entre leur contribution à l'humanité, leur contribution à la stabilité de notre société, en fait. Et ce qu'ils en retirent. Mais je veux leur dire toute mon admiration, toute ma fierté d'être à leur côté, et depuis déjà 2 ans, et encore pour cette année, de pouvoir les accompagner dans ce qu'ils font. Arié Flack, merci beaucoup, merci pour ce témoignage, merci pour votre engagement et ce qu'il représente au sein de l'appel national de la Tzedaka. Vous lancez un appel à nous de répondre « Hineni », nous voici, nous sommes là pour répondre à cet appel. Mes chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette émission exceptionnelle consacrée à l'appel national de la Tzedaka, que nous puissions, nous aussi, comme le texte biblique nous invite à le faire, « Pato artiftach et yadecha » ouvrir, tu ouvriras certainement ta main pour aider ceux qui sont à tes côtés et qui ont besoin de ton intervention. Passez un très bon dimanche et j'espère vous revoir bientôt et à très vite. Soyez tous en bonne santé.